Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter cette conférence. Donc aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à la construction de ce qu'on appelle la légende de Napoléon et plus particulièrement sa construction par la littérature. Alors on pourrait penser que la littérature, c'est un des aspects de la construction de la légende napoléonienne. En réalité, c'est pas un des aspects, c'est l'aspect numéro un. Je m'explique. Bien entendu, il y a eu des représentations tout au long du 19e et du 20e siècle de Napoléon dans les arts pictural, il y a eu des films, il y a eu des chansons. Mais la littérature, c'est le cheval de Troie dans lequel Napoléon est monté pour inscrire sa postérité, pour survivre à sa propre mort. Alors, on va essayer de poser les bases tout de suite. L'idée, c'est pas de faire un catalogue de toutes les œuvres littéraires qui ont façonné la légende de Napoléon, parce que ça serait déjà très fastidieux et deuxièmement, à mon avis, très ennuyeux. On va essayer de s'attacher à des œuvres qui sont représentatives d'un moment, d'un mouvement ou d'une façon d'intégrer la légende impériale à l'état d'esprit et, on va dire plus généralement, au cours des choses du 19e siècle, puis du 20e siècle. On va insister sur le 19e parce qu'au 19e, il se passe des choses beaucoup plus importantes qu'au 20e dans la construction de la légende impériale. On va terminer par le 20e, mais qui sera traité dans une deuxième partie un petit peu plus courte. Le déséquilibre étant justifié par ce que je viens de vous dire. Évidemment, on va essayer d'entrecouper tout ça d'explications historiques, c'est-à-dire de contexte, parce que sinon on n'y comprend rien. L'histoire de la littérature s'insère évidemment dans une histoire politique. La culture, comme vous le savez, n'est pas hors sol. Alors, on va commencer par le commencement. 1815, Napoléon part pour Sainte-Hélène. Il est exilé, les membres de la famille Bonaparte sont eux aussi exilés, ou plutôt ils sont interdits de séjour sur le territoire français. Napoléon part pour Sainte-Hélène avec quelques fidèles très connus, Gourgaud, Montelon, et surtout, bien sûr, Lascaz, qui sera l'écrivain du mémorial. Donc en France, à partir de 1815, plus personne ne chante la gloire de Napoléon, ou plus exactement, Napoléon n'existe plus. On ne veut plus en entendre parler. Il est d'ailleurs interdit d'en parler, et personne, au fond, n'a vraiment l'idée de s'y intéresser, puisque la France retrouve effectivement un petit peu d'apaisement. Les guerres se terminent, en tout cas elles se font beaucoup moins nombreuses. Elle vit sous le règne de Louis XVIII qui essaye d'associer toutes les forces du pays et de neutraliser les antagonismes qui existaient depuis la Révolution. Alors si en France personne ne parle de Napoléon, en revanche, à l'étranger on en parle, et on en parle même plutôt beaucoup. Surprise, on en parle chez les pires ennemis de Napoléon. Et là nous arrivons tout de suite au cœur de notre sujet, puisque c'est évidemment par la littérature que passe cette évocation. Je vais vous donner deux exemples d'écrivains très célèbres qui sont chacun dans leur genre représentatif de mouvements littéraires, mais aussi d'état d'esprit de l'époque. D'abord, évidemment, il y a Lord Byron, grand écrivain anglais qu'on pourrait qualifier de romantique, qui, dans un poème en forme de chant scandé très célèbre qui s'appelle Le pèlerinage de Childe Harold, qui est un livre qui commence à paraître dès 1812 et qui finira de paraître en 1817. Donc, véritablement, ça couvre cette fameuse période où Napoléon va s'absenter de la mémoire française. Et bien, dans le pèlerinage de Childe Harold, Lord Byron, donc un Anglais pourtant membre d'une nation qui était peut-être la première ennemie de Napoléon, écrit ceci: De tous les hommes, Napoléon est le plus grand et non le pire. Vainqueur de la terre, te voilà son captif, et ton nom redouté ne fut plus jamais plus présent à la pensée du genre humain que maintenant que tu n'es plus rien. C'est évidemment assez élogieux. Alors, si on lit l'ensemble du poème, on se rend compte que c'est un point de vue plus nuancé, mais enfin, tout de même, on est loin d'une haine spontanée. En Allemagne aussi, l'Allemagne, par plutôt la Prusse, que Napoléon a énormément combattu, qui font parmi, qui est évidemment un des membres majeurs des coalitions contre la France, célèbre écrivain allemand, Heinrich Heine, qui évidemment écrit dans Les Deux Grenadiers, alors un livre qui sera certes publié en 1822, mais qui est écrit en 1816, donc pendant ce fameux temps où en France personne n'en parle. Une des phrases des Deux Grenadiers: c'est ainsi que je veux rester dans ma tombe comme une sentinelle et attendre jusqu'au jour où retentiront le grondement du canon et le galop des chevaux. Alors l'empereur passera à cheval sur mon tombeau, au bruit du tambour et au cliquetis du sabre, et moi, je sortirai tout armé du tombeau pour le défendre. Bien, donc voilà deux exemples qui montrent que la légende napoléonienne par la littérature, elle existe, mais elle existe à l'étranger. Elle existe à l'étranger, ces livres sont publiés, ils ne sont pas interdits. Alors ça révèle deux choses. La première, on voit bien que le rapport spontané de la littérature avec Napoléon, c'est un rapport, on va dire, mirifique, mythologique, héroïque. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun recul vis-à-vis de Napoléon. Ces écrivains-là, ils sont à l'image d'ailleurs de beaucoup d'autres écrivains à ce moment-là, ils sont sous le choc de l'événement napoléonien, si vous voulez. C'est-à-dire que Napoléon, c'est
L'homme exceptionnel surgit pour accomplir un destin invraisemblable. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas une approche réflexive, si vous voulez. On est vraiment collé à l'événement. Alors évidemment, il y a ce début de littérature, on va dire pré-romantique, lié à Napoléon. On reviendra ensuite sur la façon dont Napoléon va s'articuler autour du romantisme. Mais il y a surtout une littérature qui va prospérer au 19e, qui est une littérature d'ordre mémoriel, qui sont en fait les mémoires des différents collaborateurs de Napoléon. Bien entendu, les premiers à apparaître sont ceux de ses compagnons d'exil. Alors, il y a le mémorial, on va en parler, mais avant ça, il y a un premier livre, en 1822, donc une année avant la publication du mémorial et un an après la mort de Napoléon, qui est mort en 1820, le 5 mai. En 1822 paraissent les mémoires du docteur O'Meara. Alors, qui est O'Meara? O'Meara était le premier médecin de Napoléon à Sainte-Hélène. Ils ont eu des rapports plutôt cordiaux, d'ailleurs sans doute trop cordiaux, puisqu'O'Meara a été renvoyé par l'Angleterre de Sainte-Hélène. O'Meara avait des relations exécrables avec Hudson Law, qui était le gouverneur de Sainte-Hélène, donc en fait, si on préfère, le geôlier en chef de Napoléon. Et O'Meara publie donc en 1822 en Angleterre et en France ses mémoires relatifs à la captivité de Napoléon. Il se fait plutôt bienveillant à l'endroit de l'ancien empereur et il est assez dur avec Hudson Law. Alors la publication de ces mémoires provoque à Londres une journée d'émeute, d'ailleurs le jour de la publication, et un scandale sans précédent, puisque tout à coup un Anglais dit entre guillemets du bien de Napoléon, et évidemment Napoléon apparaît sous des traits beaucoup plus humains que ce que l'Angleterre, ou en tout cas la propagande anglaise, avait voulu faire croire, forcément. Donc ça crée un choc, mais peut-être que la première nouvelle, c'est pas qu'un Anglais en dise du bien, mais qu'en fait ce livre ait du succès, et un succès même considérable à la fois en France, à la limite pourquoi pas, mais en Angleterre surtout. Le livre devient un des best-sellers de l'année, donc ça prouve que Napoléon, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, fascine, fait vendre. Il est, on dirait aujourd'hui, bankable. Ce premier succès de librairie est en fait l'annonce à un autre succès de librairie qui, lui, aura un impact bien plus considérable sur la postérité de Napoléon. C'est évidemment la publication du Mémorial de Sainte-Hélène. Alors c'est le livre sans lequel il est impossible d'évoquer la légende napoléonienne. C'est, on va dire, le point zéro, le point de départ de tout. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Ce livre, ce sont les confidences de Napoléon faites au comte Lascaz, donc il l'avait accompagné à Sainte-Hélène avec son fils, le fils de Lascaz. Donc les deux ont travaillé à ce livre, 1816-1817. Et donc pendant la première année et demie de son exil, Napoléon est très très loquace, très en forme d'ailleurs. Il n'est pas encore malade comme il le sera à partir de 1817, et il se confie à Lascaz. Alors ce livre, c'est quoi? On en parle beaucoup, et quand on en parle, parce que l'ouvrage est devenu un bréviaire du bonapartisme au XIXe siècle, on a l'impression que c'est d'une certaine façon un recueil d'interviews de Napoléon. Mais en fait, pas du tout. C'est un vrai livre de littérature au sens où on voit Napoléon exister. C'est-à-dire que c'est pas seulement Lascaz qui répète ce que Napoléon lui dit entre 18h et 21h avant le dîner. C'est Lascaz qui raconte Napoléon en train de vivre à Sainte-Hélène. Donc, au fond, si vous voulez, ça serait aujourd'hui, si on se place dans un contexte éditorial contemporain, ça serait comme si quelqu'un suivait Nicolas Sarkozy pendant l'année qui a suivi sa défaite à la présidentielle, chez lui. Alors voilà ce qu'il fait, voilà comment il s'occupe, voilà qui il est. Au fond, il y a une part de voyeurisme, pas forcément de mauvaise aloi, mais il y a une part de voyeurisme à l'endroit de cet exilé. Donc voilà, on est un petit peu comme dans une télé-réalité littéraire où on voit l'ancien empereur exister. Si je vous dis ça, c'est aussi parce que ça explique sans doute le succès du livre, et pas seulement parce que Napoléon, il parle et parle de son règne, si vous voulez. Alors le livre paraît en 1823, on va essayer de corriger une erreur historique tout de suite, ça ne sera jamais le best-seller du 19e siècle, il a même été coutume de dire que les deux grands best-sellers du 19e étaient la Bible et le Mémorial de Lascaz, c'est faux. J'en veux d'ailleurs un exemple, enfin il y a une étude très scientifique qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps mais qui est assez éclairante par Thierry Lenz, qui montre qu'entre 1821 et 1825, le livre n'apparaît qu'une fois dans la liste des plus importants tirages, soit à la 23e place pour 12 000 exemplaires. Il ne réapparaîtra plus dans ce classement tout au long du 19e siècle. Donc on voit que c'est un beau succès de librairie, mais c'est loin d'être un best-seller. Alors, autre chose à dire. Qu'est-ce que fait Napoléon dans ce livre quand il se confie à Lascaz? Évidemment, il réécrit son règne à son avantage. Évidemment, il essaye d'expliquer que toute la partie autoritaire de son règne était en fait momentanée et qu'en réalité, c'était dans l'attente d'un grand moment libéral, que tout le but de sa politique et de ses guerres n'était que de créer une sorte de première fédération européenne. Bon, au fond, c'est pas mal de balivernes, hein, même s'il est difficile de préjuger de ce qu'il pensait réellement.
Mais on sait bien que Napoléon a menti largement. Bon, tous les historiens sont revenus du mémorial, hein, je veux dire, alors on parle au XXIe siècle, plus personne ne prend pour argent comptant ce qu'a dit Napoléon. Néanmoins, ça permet, bon, d'une part, de comprendre comment est-ce qu'un Napoléon plus compatible avec la Révolution française, c'est-à-dire plus libéral, peut-être aussi plus social, quoi qu'il l'ait été, comment est-ce que donc ce Napoléon compatible avec la Révolution va pouvoir s'amalgamer à la légende de la Révolution, ce qui va lui permettre en fait de survivre à sa propre mort. On va comprendre pourquoi au long du XIXe siècle. Mais ça va aussi lancer une mode éditoriale, et tout au long du XIXe siècle vont paraître des mémoires des anciens collaborateurs de Napoléon. Alors évidemment, tous les camarades de Sainte-Hélène vont y passer. Un Gourgaud va publier des mémoires, Montelon va publier des mémoires, Bertrand, le grand maréchal Bertrand, d'ailleurs elles viennent de reparaître dans une version scientifique, vont publier des mémoires, mais aussi ses secrétaires, le baron Fin, le baron de Nenval, certaines grandes courtisanes de l'Empire, par exemple Madame de Rémusat. Et donc tout le monde va y aller de sa version de l'Empire et de Napoléon, avec plus ou moins d'exactitude, c'est selon. Et donc ces mémoires vont s'accumuler dans les vitrines des libraires au XIXe siècle et vont en gros tous rencontrer d'assez beaux succès de librairie. Il y a une chose assez frappante quand on lit la plupart de ces mémoires, et après on va arrêter avec le genre mémoriel, mais histoire de bien comprendre quelle importance ça a dans la construction de la légende littéraire de Napoléon, il y a une chose assez frappante qui est que, en fait, ils répètent pour beaucoup tous les mêmes choses. Alors si c'est pas les mêmes anecdotes, ce qui parfois est le cas, c'est toujours un petit peu le même Napoléon qui est dépeint, à quelques rares exceptions près. Mais ils répètent tous la même chose et certains, pas mal en fait de mensonges, de choses en fait qu'on pourrait qualifier d'apocryphes. Tant et si bien qu'on se demande si eux-mêmes ne croient pas à l'idée qui se font de Napoléon. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe comme si, à force de fréquenter cet homme, qui par ailleurs était exceptionnel, ils n'avaient pas fini par croire eux-mêmes à leur propre idée, qui était au fond assez décalée de ce que pouvait être la réalité. Et donc, beaucoup des idées reçues sur Napoléon aujourd'hui, une par exemple est très importante, qui était que Napoléon était un alors, empereur, d'accord, mais un empereur un peu bourru, sympathique, qui tirait les oreilles de ses collaborateurs, enfin un côté lieutenant mal élevé au palais des Tuileries, quoi. En fait, tout ça, on sait très bien que c'est parfaitement faux, que Napoléon adorait la courtisanerie, qu'il adorait, entre guillemets, jouer au roi. Et pourtant, ces mémorialistes vont diffuser voilà, l'image d'un empereur au fond très populaire et donc auquel il est assez facile pour des gens, entre guillemets, modestes, de s'assimiler ou en tout cas de s'associer. Quoi, voilà. Il nous ressemble, au fond. Donc ça explique une des raisons pour lesquelles Napoléon va pouvoir revenir, entre guillemets, à la mode, notamment au sein des classes populaires, au long du XIXe siècle. Alors, pour conclure sur le mémorial, une information, l'édition qui a été en cours pendant tout le XXe siècle et tout le XIXe siècle, en fait, était fautive. Alors, Napoléon ment, ça c'est une chose, on ne pourra pas le réécrire sans qu'il ne mente, puisque c'était ses propos. En revanche, Lascaz aussi ment, c'est-à-dire que nous savons aujourd'hui que Lascaz a modifié la version originale du manuscrit. Et nous le savons, car en 2005, Peter Hicks, qui est un historien de la Fondation Napoléon franco-britannique, a découvert dans une bibliothèque à Londres la version originale, il l'a découvert quasiment par hasard, du manuscrit de Lascaz, et il a découvert en fait la version caviardée, donc les modifications de Lascaz, et vous pouvez, si vous voulez être à jour en termes de bibliographie, une édition non caviardée a été publiée chez Perrin en collaboration avec la Fondation Napoléon en 2017 du vrai mémorial de Lascaz sans les ajouts de Lascaz. Ce qui substantiellement d'ailleurs ne change pas vraiment le fond du propos, mais qui permet de voir qu'en fait la version première était beaucoup moins littéraire et beaucoup des maximes un petit peu littéraires, ce qu'on appelle en anglais les catchy sentences de Napoléon, en fait n'étaient pas dans la première version. Alors, à côté de cette partie mémorielle, il y a évidemment une partie plus intéressante qui est la partie, on va dire, fiction. Roman ou livre d'invention, entre guillemets, d'imagination, qui ont trait à Napoléon. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre d'abord une idée générale, assez incontestable. C'est qu'il y a au XIXe siècle une alliance entre trois entités, une alliance non réfléchie mais qui s'est spontanément faite, entre la littérature, la bourgeoisie et Napoléon. Alors, je vais essayer de la résumer le plus simplement possible. Napoléon est un ambitieux qui a réussi. La bourgeoisie, évidemment, est la classe dominante économiquement qui prend le pouvoir socialement au XIXe siècle. Fatalement, le principe de la bourgeoisie, c'est le travail, le labeur, l'effort, donc l'ambition. Donc ça correspond à Napoléon. Comment faire passer cette valeur de l'ambition, qui était parfaitement honnie de l'Ancien Régime? N'oublions pas que quand Louis XVIII, qui était pourtant un roi très modéré,
Quand on lui demandait quel était le défaut, la qualité, le défaut dont il avait le plus horreur, il répondait l'ambition. Donc l'ambition, tout à coup, devient une vertu. Donc, si vous voulez, la littérature va modifier son héros type, voilà, la caractéristique de son héros, pour essayer de présenter tout au long du XIXe siècle des aventures d'ambitieux, de laborieux, qui réussissent par leur sens du calcul, voilà, du travail, en s'inspirant d'un modèle qui est accepté par le plus grand nombre, à savoir Napoléon, et tout ça permet de faire la promotion de la nouvelle classe sociale qui est la bourgeoisie. Voilà, je crois que c'est assez clair dit comme ça. Alors, avant d'entrer dans le détail avec quelques œuvres qui sont très représentatives, un point d'histoire pour que vous compreniez ce qui se passe et comment est-ce qu'il y a un renversement qui s'est produit. Louis XVIII règne en France de 1815 à 1824, on va dire que c'est un roi très modéré, donc qui arrive à associer toutes les forces de la France, qui fait plusieurs concessions relativement aux acquis de la Révolution française, qui comprend que la France a changé, et on va dire, même si le terme est un petit peu anachronique, qu'il est assez moderne. Bien. Quand il meurt, c'est son frère, Charles X, donc qui est lui-même le plus petit frère de Louis XVI. Louis XVIII était le premier frère de Louis XVI. Charles X, c'est le deuxième plus petit frère de Louis XVI encore, donc c'est la même fratrie. Charles X prend le pouvoir, se fait sacrer à Reims, et alors lui, il est dans une autre ambiance. Il ne croit absolument pas aux acquis de la Révolution, il croit même que la Révolution a été une erreur, alors du coup, il restaure, comment dirais-je, l'Église dans ses droits, il se permet d'appeler des gouvernements qui ne sont pas issus de la majorité parlementaire, toujours réactionnaires d'ailleurs. Il veut restaurer l'Ancien Régime en étant convaincu que, au fond, les acquis de la Révolution, ça passera. Évidemment, quand Charles X prend le pouvoir et commence à mener une politique assez réactionnaire, ça déplaît à beaucoup de monde et ça déplaît surtout à beaucoup d'écrivains. Beaucoup d'écrivains qui deviendront d'ailleurs des idoles de la République et qui diront, avant de devenir des idoles de la République, beaucoup de bien de Napoléon, en croyant très sincèrement défendre un héros libéral. Certains de ces écrivains, on l'a oublié, mais étaient très royalistes. Par exemple, je prends l'exemple de Victor Hugo. Victor Hugo, qui effectivement deviendra un écrivain qui louera Napoléon, qui évidemment sera un des symboles, une des idoles de la République, et qui pourtant, sous le règne de Louis XVIII, est pensionné par le roi, et donc à la cour de Louis XVIII. Il est donc tout à fait royaliste. Eh bien, le règne de Charles X, qui s'arrête en 1830, donc un règne de 5 ans à peine, enfin un petit peu plus de 5 ans, quoi, va mettre en colère la plupart des écrivains qui s'étaient ralliés à une monarchie tempérée, parce que pour eux, il n'est pas question de revenir à un ordre absolutiste. Et donc, les erreurs de Louis XVIII vont se traduire par une rébellion littéraire. Et à partir de là, si vous voulez, les écrivains se rangent un peu en colonne par deux, sous l'ombre à la fois de la Révolution française, car ils veulent en rappeler les valeurs, et à la fois du vainqueur d'Austerlitz. Alors pourquoi est-ce que Napoléon, tout à coup, devient on va dire, le symbole de la Révolution française, alors que jusqu'ici, beaucoup de gens avaient essayé de l'opposer à la Révolution française? Eh bien, tout simplement parce qu'à cette époque, la Révolution française n'a pas de héros. C'est-à-dire que nos Robespierre, Danton et compagnie, bon, ils existent, tout le monde sait qu'ils ont existé, mais il n'y a pas de figure qui émerge, si vous voulez. La Révolution française, c'est un collectif, et on serait bien normal de savoir quelle figure sortir plutôt qu'une autre. Eh bien, tout naturellement, Napoléon, qui a beaucoup défendu certains acquis de la Révolution pendant tout son règne, y compris pendant l'Empire, devient un candidat tout à fait crédible à la postérité de la Révolution. Et donc, au fond, là, on commence à confondre Napoléon et la Révolution. Voilà. Alors, il y a une part d'injustice, effectivement, parce que Napoléon était loin d'être libéral, mais il y a aussi une part relativement juste, c'est-à-dire que le règne de Napoléon n'a pas été si antinomique de la Révolution. Napoléon a essayé de préserver beaucoup d'acquis sociaux de la Révolution. Donc, de ce point de vue, ça fait sens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir plusieurs catégories de littérature. La première, ce sont les œuvres où les héros sont évidemment des admirateurs de Napoléon. Alors, le plus connu, peut-être les livres les plus représentatifs de cet état d'esprit politique, c'est évidemment ceux de Stendhal. Alors on l'oublie, mais Stendhal, en fait, c'est un grand écrivain de gauche qui a été récupéré par la droite, mais Stendhal, c'est un écrivain qui, dès son plus jeune âge, salue dans son journal la décapitation du roi. En tout cas, c'est un grand écrivain républicain, et qui adore Napoléon parce que Napoléon, c'est le symbole de la République. Au passage, Stendhal est un des premiers, à ma connaissance, le premier, à avoir fait d'ailleurs cette distinction aujourd'hui très célèbre et très en cours, qui est celle entre Napoléon l'empereur et Bonaparte le général. Donc d'un côté, l'homme qui trahit les idéaux de la Révolution avec l'Empire et qui restaure la monarchie, et de l'autre, le général pétri de valeurs républicaines, Bonaparte. Alors Stendhal a été lui-même un fonctionnaire de l'Empire, hein, puisqu'il a été commissaire aux armées, de la Grande Armée. Il a fait une campagne d'Allemagne, il a participé à la campagne de Russie, ce qu'on ne sait pas beaucoup. Il a assisté à toutes les horreurs de la campagne de Russie, dont il a parlé assez peu, mais il était bien là, comme commissaire.
Il a écrit 2 livres sur Napoléon, Une vie de Napoléon qui est une sorte de biographie, à la Stendhal, c'est-à-dire à la fois injuste et partiale, mais parfois amusante et pleine de talent, et des mémoires sur Napoléon où il essaye de réfléchir à propos de Napoléon en l'intégrant dans l'histoire de France. C'est un livre inachevé, un petit peu bourratif parfois parce que c'est confus et que Stendhal n'a pas eu le temps d'y revenir, mais qui est assez intéressant. À côté de ces œuvres volontairement dédiées à Napoléon, qui seront publiées posthumes, donc de toute façon elles n'ont aucune fonction dans la légende napoléonienne au XIXe siècle, en tout cas pas à ce moment-là, il y a évidemment ces romans les plus célèbres. Alors, on peut citer Armance, on peut citer La Chartreuse de Parme, on peut citer Le Rouge et le Noir, on peut citer Lucien Leven, pour les 4 romans les plus célèbres de Stendhal. Quels sont-ils, ces romans? Alors, bien sûr, vous avez dans Le Rouge et le Noir un Fabrice Del Dongo qui, de la page 1 à la page 500, lit avec avidité le mémorial de Sainte-Hélène. D'accord. Donc là, nous avons un héros qui veut réussir, donc il est lui-même ambitieux, et donc fatalement, eh bien, son idole, c'est Napoléon. Et donc, il lit sur des mottes de paille son petit volume qu'il va, comment dirais-je, conserver toute sa vie du mémorial de Sainte-Hélène. Donc là, nous avons un ambitieux qui a donc pour objet d'admiration Napoléon. Le truc est très clair, il n'y a pas de complications, ça illustre exactement ce qu'on vient de dire. Vous avez dans une autre version la Chartreuse de Parme. La Chartreuse de Parme, on l'oublie souvent, mais elle commence par une trentaine de pages introductives. Relisez-les si vous les avez oubliés, c'est invraisemblable, c'est très singulier. Ce sont 30 pages d'apologie flamboyante de la Révolution, de l'Empire et plus généralement du règne de Napoléon au nom de la liberté. D'accord. Voilà, c'est quasiment un grand poème en prose qui essaye de faire l'éloge des grandes vertus de la Révolution qu'a prolongé Napoléon Ier. Donc, de ce point de vue, on est encore tout à fait dans ce cadre d'un Napoléon qui, tout à coup, correspond exactement à la Révolution. Vous avez évidemment Lucien Leven. Alors, Lucien Leven ne parle pas de Napoléon, mais Lucien Leven nous permet de faire la boucle avec un sujet tout aussi intéressant, qui est qu'en fait, c'est ce qu'on disait au début, qui est la transformation du modèle, du hérotype du personnage de roman. Qui sont les héros de Stendhal, si ce n'est des jeunes gens qui veulent réussir en donnant des coups de pied dans les portes? Ils sont très ambitieux, ils ne sont pas forcément vertueux, mais leur ambition est présentée par leur créateur, donc Stendhal, de façon charmante, agréable. C'est pas un défaut. Donc de ce point de vue, les romans de Stendhal sont très clairs. D'ailleurs, il y a une phrase que je voudrais vous citer que Stendhal a écrite dans ce qu'on appelle, donc, dans ce livre, hein, ses mémoires sur Napoléon, et qui donne une idée, ou en tout cas un résumé de l'idée que se fait Stendhal de Napoléon, et qui est aussi, disons, un résumé de l'idée que beaucoup d'écrivains pro-révolution, en tout cas libéraux et anti-monarchiques, se font de Napoléon. Je vous cite la phrase. On avait affaire en 1789 à un peuple corrompu par la monarchie Pompadour, Dubarry et Richelieu, et nous marchons, en 1837, à côté d'un peuple d'ouvriers qui sait qu'il peut obtenir la Légion d'honneur. Napoléon a refait le moral du peuple français, c'est là sa gloire la plus vraie. Donc on voit bien que là, tout à coup, la figure de Napoléon se confond complètement avec l'égalitarisme républicain porté par la Révolution française. Voilà, là, la cristallisation, donc 1837, hein, on est à 3 ans du retour des cendres organisé par Louis-Philippe en 1840. On est en plein dans la gloire impériale. Donc dans les années 1830 jusqu'au début 1840, Napoléon connaît une période dorée, archi-populaire parmi les Français. Louis-Philippe essaye d'en profiter en s'appropriant à son profit la légende impériale, donc ça passe par des symboles politiques très forts. En 1836, il ordonne qu'on termine l'érection de l'Arc de Triomphe. Et en 1840, il ordonne à son fils, le prince de Joinville, d'aller à Sainte-Hélène pour chercher le corps de Napoléon, qui est rapatrié à Paris pour être mis en son endroit actuel, sous le dôme des Invalides. Alors, à côté de cette littérature où on fait des héros, soit des types, des sortes de mini-Napoléon, on vient de le montrer, soit des héros admirateurs de Napoléon, il y a un peu plus amusant encore, des écrivains qui se payent Napoléon dans leur casting. C'est-à-dire que tout simplement, Napoléon devient le héros, un personnage parmi d'autres, de livres très connus. Alors, on va pas s'apesantir sur, en tout cas pas maintenant, sur les confessions sur la confession d'un enfant du siècle, sur Servitude des grandeurs militaires de Vigny, qui sont des livres tellement délibérément nostalgiques de l'Empire, qui ne sont pas exactement intéressants pour comprendre ce que la fiction veut faire avec Napoléon. Parce que ce qu'ils veulent dire est dit clairement. On va parler de Balzac. Balzac, qui était très conservateur, hein, monarchiste lui aussi, rêvait d'instruire un recueil de pensées et maximes sur Napoléon, de Napoléon, un grand livre réflexif sur Napoléon. Alors il existe à l'état, aujourd'hui en librairie, dans un état de manuscrit qui n'a pas été terminé, hein. Mais à la place, Balzac va saupoudrer de la poudre de Bonaparte dans plusieurs de ses livres,
dans 12 livres exactement de la comédie humaine, donc soit avec des héros de l'Empire qui reviennent, alors le colonel Chabert, hein, un colonel de la Grande Armée qui sort de dessous un monceau de cadavres à la bataille d'Eylau, après la bataille d'Eylau et qui revient en France. Bon. Mais il y en a un particulièrement qui est très représentatif, qui s'appelle La Vendetta. C'est un petit Balzac, entre guillemets, par la taille, quasiment une grosse nouvelle, si vous préférez. Et alors là, Balzac imagine Napoléon Ier consul, et donc Napoléon est en réunion aux Tuileries, pendant qu'il est premier consul, avec son frère Lucien, qui à l'époque est ministre de l'Intérieur, du consulat, tout ça est vrai. Et puis tout à coup, un Corse arrive aux Tuileries, demande à voir Napoléon, les gardes l'arrêtent en lui disant il est hors de question que vous voyez le premier consul. Ce type inconnu, donc Corse, visiblement, dit mais si, je le connais de ses années de jeunesse en Corse. Les gardes lui répondent on veut rien savoir, c'est pas comme ça que ça se passe. Là-dessus, Lucien, donc le frère de Napoléon, passe par là, voit le type qu'il reconnaît, lui dit mais viens donc. Et ce Corse, Lucien l'emmène voir Napoléon, Napoléon accepte de le recevoir, et ce Corse lui explique qu'il y a en Corse donc un problème avec des familles corses, donc une sorte de conflit un petit peu mafieux, et qu'en fait, puisque sa famille à lui a aidé les Bonaparte, il vient lui demander aujourd'hui un petit peu d'aide pour défendre sa famille qui est dans une affaire en Corse. Napoléon lui dit qu'il aimerait beaucoup, mais qu'il ne peut plus, parce que maintenant il est chef d'État de la République, et donc c'est plus son rôle d'aller régler des petits problèmes de voisinage en Corse. Et alors, quelle est la phrase qu'écrit Balzac, qu'il met dans la bouche de Napoléon? Je suis devenu le chef d'une grande nation. Je commande la République et dois faire exécuter les lois. Il n'y a pas de maquis ici. Si tu y joues du poignard, il n'y aurait pas de grâce à espérer. Ici, la loi protège tous les citoyens et l'on ne se fait pas justice soi-même. Plus loin, comment dirais-je, Napoléon encore, il ne tiendra qu'à toi de parvenir et d'avoir un palais à Paris. Alors voilà, là c'est très intéressant parce que ça montre vraiment, le livre date de 1830, ça montre vraiment que là, Napoléon, c'est voilà, vous voyez bien, c'est le premier consul. Quand il parle, spontanément, Balzac lui fait tenir des propos républicains. Voilà. Donc, si vous voulez, on ne peut pas imaginer que dans ce qu'on peut appeler l'esprit populaire, la conscience populaire, tout ça n'ait pas un impact. Donc, on va dire que, voilà, en gros, en 1840, l'affaire est faite. Napoléon est effectivement, grâce à la littérature, le prolongement, la confusion de la Révolution française. En 1832, un événement vient modifier la trajectoire de la légende impériale. Cet événement, c'est la mort du roi de Rome. Le roi de Rome, ou duc de Reichstadt, c'est le fils de Napoléon, celui qu'il a eu avec Marie-Louise, sa deuxième femme, donc son fils tout à fait légitime, qui était Napoléon II, en fait, hein, l'héritier de l'Empire, qui a dû, quand Napoléon a commencé à perdre des batailles, quitter en catastrophe la France avec sa mère, et qui, depuis l'exil de Napoléon, a grandi au château de Schönbrunn, hein, donc à la cour de l'empereur François l'empereur d'Autriche, et évidemment, à la cour d'Autriche, on lui explique que il faut qu'il oublie son père. Il n'est plus question de parler de cet ogre, ce tyran sanguinaire. Maintenant, il est duc de Reichstadt, membre de la cour autrichienne, membre de la famille impériale autrichienne. Son origine dynastique française, c'est fini. Et d'ailleurs, au fond, plus personne ne pense vraiment à ce gamin au début des années 1830, qui est bien loin. Les guerres ont terminé, Napoléon est mort depuis 10 ans, Louis-Philippe, qui est le roi, n'y pense pas du tout. Or, en 1832, il meurt. Il meurt et franchement, Louis-Philippe ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe, et pour lui, c'est un non-événement, littéralement. On lui en parle, il dit bah voilà, très bien, on est définitivement débarrassé des Bonaparte, on n'entendra plus parler du tout. Sauf qu'en fait, il y a ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles qui commencent à se produire. Puisque, assez difficile d'ailleurs, c'est d'ailleurs assez difficile à expliquer rationnellement, la mort du roi de Rome va provoquer dans l'inconscient collectif une nostalgie, là, d'ordre romantique. Ce qui n'était pas exactement le cas avec Napoléon, je m'explique. Napoléon, il y avait une nostalgie avec lui, effectivement, mais, comment dirais-je, on honorait sa mémoire, mais on honorait sa mémoire au nom d'un regret de la gloire, c'est-à-dire que on ne chouinait pas, c'était pas une martyrologie, quoi. Vous voyez bien, on parlait de Stendhal, voilà, Napoléon, c'est un professeur d'ambition, quand on se souvient de lui, c'est pour gagner, c'est pour réussir, c'est pas pour pleurer un homme qui est mort très loin. En fin de compte, beaucoup moins qu'on ne le croit, sa mort n'a pas fait beaucoup pleurer. Voilà, c'est pas vrai. Son exil, on n'y pensait plus trop. Donc c'est pas un sujet de tristesse, Napoléon. Là, en revanche, avec la mort du roi de Rome, tout à coup, et on ne sait pas trop pourquoi, on pense au destin de ce gamin qui a grandi, voilà, à la cour autrichienne, qui ne voyait plus son père depuis une éternité. On le sait aujourd'hui, le roi de Rome était un enfant dépressif, hein. Il est mort alcoolique, d'une tuberculose, il se tenait très mal, il était mal avec lui-même, quoi. Il avait un côté déraciné, enfin, il y avait un problème. Et donc, tout à coup, on va prendre la figure du roi de Rome comme une figure romantique. Et alors,
Louis-Philippe ne va pas du tout s'intéresser à ce qui se passe, et pourtant il se passe des choses. C'est-à-dire que dès la mort du roi de Rome, des pièces de théâtre vont avoir lieu de façon plus ou moins clandestine, à Paris notamment. Alors je vous en donne quelques exemples, hein. Donc un mois après son décès, se joue à côté du Panthéon, à 21 ans, ou l'agonie de Schönbrunn de Melville et Cornu, la mort du roi de Rome d'Alexandre Basset, donc qui a représenté celle-ci, voilà, au théâtre du Panthéon. Et donc ça prospère gentiment. Franchement, tout le monde s'en moque un peu. Alors voilà, dans les années 30, il y a des livres aussi qui commencent à paraître, hein, sur le roi de Rome. On a un duc de Reichstadt par Montbel. On a une histoire populaire et complète de Napoléon II par Suzor, un précis historique sur le duc de Reichstadt par Fayot, et Victor Hugo, bien sûr, qui contribue même à sa légende avec un poème fameux issu des Chants du Crépuscule. Je vous lis ce poème. Tous deux sont morts, Seigneur, votre droite est terrible. Vous avez commencé par le maître invincible, par l'homme triomphant, puis vous avez enfin complété l'ossuaire. 10 ans vous ont suffi pour filer le suaire du père et de l'enfant. Gloire, jeunesse, orgueil, bien que la tombe l'emporte, l'homme voudrait laisser quelque chose à la porte, mais la mort lui dit non. Chaque élément retourne où tout doit redescendre. L'air reprend la fumée et la terre la cendre. L'oubli reprend le nom. Alors voilà, là, avec la mort du roi de Rome, tout à coup, c'est la confusion de Napoléon par la légende de son fils avec le romantisme. Voilà. Donc Napoléon fait son entrée dans le romantisme par le biais de la mort de son fils. Voilà. Ça, c'est un fait indubitable. Et donc, par la littérature, bon, Victor Hugo, c'est très célèbre, mais les pièces de théâtre, elles ne sont pas restées dans la mémoire de la littérature. Mais il va y avoir un vrai culte romantique autour de ce petit garçon et de sa fin supposée tragique. Ça va contribuer à faire correspondre pleinement ce qu'on peut appeler le package de la légende impériale, de la mémoire de Napoléon, avec l'esprit du 19e. Le regret de la Révolution, le libéralisme, le romantisme, la nostalgie des gloires, des guerres et de quand la France était le pays le plus puissant d'Europe. Voilà. Tout ce qui concerne Napoléon par son fils, par sa mémoire, par la nostalgie, est désormais parfaitement compatible avec l'état d'esprit de la majorité des Français au 19e siècle. Et ça passe évidemment par la littérature. Alors d'ailleurs, en fait, on parle de ça, mais il y a même le duc de Reichstadt, donc Napoléon II, va aussi être mis en scène par les écrivains très célèbres, et pas que français, hein. Là, je pense à Tolstoï, qui, dans Guerre et Paix, imagine une scène où Napoléon reçoit un portrait de la part de l'impératrice de son fils. Alors, je vous cite le passage, hein. C'était peint par Gérard, en couleur vive, le portrait du jeune enfant, ce charmant bambin aux cheveux bouclés, au regard semblable à celui de Jésus de la Madone de Saint-Sixte, était représenté jouant au bilboquet. La boule figurait le globe terrestre et le manche qu'il tenait dans l'autre main avait la forme d'un sceptre. Évidemment, ça fait écho aux représentations du jeune, du petit roi de Rome, qui était toujours représenté avec un peu la bouille de Napoléon, ce qui était assez ridicule d'ailleurs quand il avait 12 ans, puisqu'il avait le visage d'un homme de 45. Mais voilà, donc la légende du roi de Rome parcourt la France, parcourt le siècle, mais parcourt aussi du coup l'Europe entière. Alors, en 1850, ça continue, hein. On a une histoire du roi de Rome qui est publiée d'un point de vue diplomatique. Donc, un homme raconte qu'il a connu le duc de Reichstadt. En 53, une nouvelle histoire de Napoléon II, roi de Rome. Voilà, donc si vous voulez, ça ne s'arrêtera jamais. Ce sont des livres qui ont, qui ont des très bons succès de librairie. Et ça se termine en apothéose avec, en 1900, l'Aiglon d'Edmond Rostand. Alors, si vous voulez, entre 1870, donc date à laquelle Napoléon III perd la guerre contre la Prusse, et on va dire le début des années 1890, on va dire que le culte napoléonien, on l'a un petit peu oublié, parce qu'évidemment c'est un mauvais souvenir. Napoléon a perdu des guerres, on a perdu l'Alsace et la Lorraine, la France est traumatisée, donc les Napoléons, ça suffit. Mais fin 1890, ça revient, et ça revient pas par n'importe quoi, ça revient encore par le roi de Rome, puisqu'il y a, il y a deux gros succès de librairie. Comment un témoignage diplomatique, mes relations avec le duc de Reichstadt, donc le roi de Rome, qui est un succès de librairie, et aussi une première biographie, entre guillemets, historique du roi de Rome, qui s'appelle Le roi de Rome, qui est écrite par Henri Welchinger. Donc tout ça, c'est quelques années, 3 ans avant la mise en scène et la pièce de Rostand, mais déjà, il y a des signes annonciateurs. Alors en 1900 est joué l'Aiglon, pièce d'Edmond Rostand, avec dans le rôle principal de l'Aiglon une Sarah Bernhardt un petit peu vieillissante, mais qui la reprend un petit peu de poil de la bête, donc qui joue le rôle de l'Aiglon, donc le roi de Rome. Alors c'est 1600 vers, 6 actes de plus de 30 personnages, c'est un monument. C'est le plus grand succès du théâtre dans l'histoire du théâtre français.
On n'a jamais connu ça. Ça vaut à Rostand de devenir très riche, ça lui vaut une place à l'Académie française, quasiment un statut, deux statuts, justement. Alors, la pièce rencontre un succès populaire phénoménal, mais elle provoque quelques débats. Elle provoque quelques débats qui sont assez représentatifs des problèmes que va poser Napoléon au long du XXe siècle, car là, c'est un tournant. Alors, je vous lis un article de Jules Lemaître, paru en une de l'Écho de Paris, avec comme titre Un drame nationaliste. Vous allez voir, ça fait tout à fait écho aux polémiques qui sont en cours aujourd'hui à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Je vous lis l'article. Enfin, un extrait. Le talent prestigieux de Monsieur Edmond Rostand est évidemment la première raison, et la plus forte, du triomphal succès de l'Aiglon. Mais on peut y voir d'autres causes encore. Si Monsieur Rostand avait consacré les mêmes ressources d'imagination et de sensibilité, la même adresse scénique et la même abondance d'invention verbale à l'évocation des conquêtes et des gloires d'un Alexandre, d'un César ou même d'un Charlemagne, l'admiration pour le poète eût pu être égale. Il est clair que la fureur des acclamations était quelque peu moindre. Une remarque que vous ferez aisément quand vous verrez l'Aiglon, les passages les plus applaudis ne sont point les plus originaux et les plus rares, celui où l'hamlétisme du duc de Reichstadt est le plus délicatement exprimé, mais ceux qui célèbrent et nous rendent présente la gloire militaire de l'empereur, l'Europe conquise, les rois asservis, et tout l'appareil épique et populaire de la grande aventure, redingote grise, petit chapeau, petit caporal, bonnet à poil des grognards, etc. Et le sentiment d'où partent ces acclamations est double, brutal et héroïque, égoïste et généreux, vulgaire et noble, cruel et magnanime. Bon, là, c'est clair. Tous les problèmes liés à la personnalité de Napoléon qui vont prospérer au XXe siècle et jusqu'au XXIe sont posés. Napoléon est-il un héros du nationalisme? Est-ce qu'on exalte un militarisme de mauvaise aloi? Est-ce que vraiment la France doit se construire dans un passé glorieux certes, mais enfin tout de même qui reposait sur des guerres? Tous les problèmes sont là, plus le côté très folklorique, le mot n'est pas en trop à propos de Napoléon, petit caporal, bonnet à poil de grognard, redingote grise, des choses qui évidemment contribuent encore aujourd'hui à la popularité de Napoléon. Alors, on va dire que la question va pas vraiment se poser pendant la guerre de 14, parce qu'il faut exalter l'esprit belliqueux, donc Napoléon, c'est parfait, hein. De toute façon, on a tellement envie que les Français se battent que on le ressort des cartons. En 1921, c'est le centenaire de sa mort, le maréchal Foch fait un très grand discours, la France est traumatisée par la Première Guerre mondiale, fait un très grand discours dans lequel il cite, je vous cite la phrase de mémoire, donc elle ne doit pas être exactement celle-ci, mais l'idée était ça. En gros, Napoléon, même de votre tombeau, même dans votre mort, vous servez encore la France. Donc là, le maréchal Foch étant un des hommes les plus populaires de France, il est évident que la République ne se pose pas de questions vis-à-vis de Napoléon. Alors non seulement la République ne se pose pas de questions vis-à-vis de Napoléon, mais des écrivains tout à fait inattendus vont parler de Napoléon. Par exemple, on l'attendait peut-être pas là, mais Marcel Proust, on l'a oublié, mais il y a un passage dans La recherche du temps perdu qui concerne Napoléon, notamment dans le côté de Guermantes. La duchesse du même nom dit ces mots qui résument aussi la façon dont Napoléon s'insère dans l'espèce de société où la vieille aristocratie est définitivement en train de s'éteindre, en tout cas de perdre le pouvoir, et qu'elle constate, et bien évidemment, l'émergence du monde de la finance, du monde de l'argent, du monde de la bourgeoisie. Je vous cite la phrase parce qu'elle est très intéressante que Proust prête à la duchesse de Guermantes. J'aime être mal assis sur ces sièges d'acajou recouverts de velours granat ou de soie verte. J'aime cet inconfort de guerrier qui ne comprennent que la chaise curule, et au milieu du grand salon croiser les faisceaux, entasser les lauriers. Je vous assure que chez les Iénas, on ne pense pas un instant à la manière dont on est assis, quand on voit devant soi une grande gredine de victoire peinte à fresque sur le mur. Mon époux va me trouver bien mauvaise royaliste, mais je suis très mal pensante, vous savez, je vous assure que chez ces gens-là, on arrive à aimer tous ces haines, tous ces abeilles. Mon Dieu, comme sous les rois, depuis pas mal de temps, on n'a pas été très gâtés du côté gloire. Ces guerriers qui rapportaient tant de couronnes qu'ils en mettaient jusque les bras de fauteuil, je trouve que ça a un certain chic. Voilà, donc là, la nostalgie de la gloire impériale est clairement exprimée là aussi. Alors, deuxième élément très important, alors qui est à mi-chemin entre l'histoire et la littérature, histoire parce que c'est un livre écrit par un historien, littérature parce que c'est une biographie qui se veut un petit peu aussi, non pas romancée, mais très narrative, qui est la publication du Napoléon de Bainville en 1931. Alors ce livre est toujours disponible, c'est toujours un livre qui se vend très bien. Alors je précise que entre 31, date de sa publication, et 39, le livre va s'écouler à 200 000 exemplaires. À l'heure où nous parlons, il est vendu à plus de 350 000 exemplaires. C'est incontestablement le plus grand succès de librairie en histoire du XXe siècle, peut-être même sans doute du XIXe, si on parle en termes de nouveautés. Donc là, ça va quand même figer quelque chose. Alors, Bainville raconte une histoire de façon assez littéraire, mais il déploie aussi une idée à propos de Napoléon.
Une idée qui, elle aussi, va avoir, entre guillemets, la dent dure et une certaine postérité. Pour Bainville, Napoléon a fait la guerre pour conserver la Belgique. C'est une trame du livre. Pourquoi la Belgique? Parce que la Belgique avait été conquise par les armées de la Révolution française. Et donc, il n'était pas question pour Napoléon de rendre la Belgique. Or, l'Angleterre voulait que la France rende la Belgique parce qu'elle trouvait que c'était une acquisition territoriale qui lui donnait une position de domination trop forte sur le continent européen. Et donc, au fond, Napoléon aurait fait la guerre, aurait multiplié les guerres que pour garder ce territoire-là qui serait le symbole des sacrifices consentis par les Français au nom de la nation, au nom de leur souveraineté. Donc, la perspective que donne Napoléon de la légende, que donne Bainville, pardon, de la légende napoléonienne, est là encore clairement révolutionnaire. Donc là, Napoléon est encore complètement confondu avec la Révolution française. Cette idée va perdurer jusque à la fin des années 70 et au début des années 90. Qu'est-ce qui se passe à la fin des années 70? Il y a un livre qui va être publié, là encore un petit peu à mi-chemin, bon, c'est de l'histoire, mais à mi-chemin entre la littérature et l'histoire, qui est un livre très célèbre de François Furet, Penser la Révolution française. Donc un livre certes d'un historien excessivement confirmé, mais néanmoins qui est en fait un vrai essai, hein, très libre intellectuellement. Et là, François Furet fait terminer la Révolution française en 1799. Or, 1799, c'est la prise de pouvoir de Napoléon. Donc tout à coup, là, il y a une vraie. Le livre va connaître une postérité incroyable. La droite va s'en emparer pour dire du mal de la Révolution, parce que dans ce livre, François Furet se montre, comment dirais-je, critique vis-à-vis de certaines choses de la Révolution française. Et donc là, on sépare nettement Napoléon de la Révolution. Et donc là, tout à coup, Napoléon, si vous voulez, est un petit peu accaparé par la droite, ce qui jusqu'ici n'était pas le cas, puisque la gauche ne s'en était jamais départie. Par exemple, on l'oublie parfois, mais en 1969, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Napoléon, dans le journal de l'Humanité, Albert Soboul, qui était un grand historien communiste, qui avait sa carte au parti, qui était marxiste, demandait à tous les communistes de célébrer Napoléon, sans aucune ambiguïté. Donc fin 79, c'est un vrai début de retournement politique qui s'opère autour de sa figure. Ce retournement va se conclure en 1989 avec les célébrations du bicentenaire de la Révolution française organisées par François Mitterrand, où là, une lecture de la Révolution très partielle et partiale va être faite par la République, à savoir qu'on va expurger la Révolution française de la terreur, de ce qui est un petit peu embarrassant et de ses errements, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était que ça et qu'il n'y avait pas de bonnes choses, mais enfin, elle était aussi ça. Là, tout à coup, à partir de 1989, donc le bicentenaire de la Révolution française, la République décide de célébrer une révolution idéalisée, dont évidemment le militarisme, la terreur, la censure, l'organisation réactionnaire de la famille qui était déjà en cours, sont complètement mis de côté. Il ne reste plus que la grande naissance de la République, l'acte fondateur de la République, évidemment un petit peu à ce moment-là assimilé à la gauche, puisque c'est la gauche, en tout cas François Mitterrand, qui est au pouvoir. Sans faire trop d'extrapolation entre histoire et politique, hein, restons calmes avec ça, un peu de décontraction, mais ça joue. Donc, Napoléon a été récupéré à partir de 79 par la droite, puisqu'on a décidé que la Révolution française était un moment contestable. En 89, il est évidemment hors de question de parler de l'aspect militariste de la Révolution, donc Napoléon n'a plus rien à voir avec elle. Et donc, Napoléon devient définitivement un symbole de droite. Donc voilà comment est-ce que la construction de la légende impériale s'est réalisée. Alors un mot pour conclure, je pense que vous avez maintenant une idée assez claire des grandes étapes qui sont produites et qui ont permis la construction de ce qu'on pourrait appeler le mythe. C'est que ce qu'on appelle le bonapartisme, traditionnellement, et qui en fait renvoie bien plus souvent au règne de Napoléon III que de Napoléon Ier, est en fait l'articulation entre une pensée politique, si on veut, mais aussi et surtout la postérité d'un homme, d'accord, qui reste, par bien des aspects, très folklorique, très populaire. C'est-à-dire que il y a une constante qui est que si les gens vont vers Napoléon, c'est parce que spontanément, ils le trouvent, si ce n'est sympathique, du moins intéressant et même magnétique. Donc il faut faire la part des choses. Ce que prouvent ces différentes grandes étapes de la construction de sa légende, c'est que Napoléon, il y en a eu pour tous les goûts. On a pu l'aimer en étant de gauche, en étant pro-révolution, parfois même pro-monarchie, libéral, pas libéral, pour l'ordre, pour la bourgeoisie, enfin, tout le monde peut trouver son compte dans Napoléon. Donc, en réalité, la seule chose certaine, c'est que c'est par la littérature, je veux dire par là la fiction, si on veut, les romans, les écrivains qui sont des artistes, que la légende de Napoléon a pu circuler au sein d'univers idéologiques aussi différents. Parce qu'évidemment, il est très difficile de mettre des gens de droite d'accord avec des gens de gauche. En revanche, il est beaucoup plus simple
de mettre d'accord entre eux des lecteurs de Balzac et de Stendhal, qui en général peuvent être de droite et de gauche. Et donc on va dire que la littérature aura été la plateforme de rencontre de toutes les passions de Napoléon. Je vous remercie pour votre attention.